Voilà, comme je vous l'ai dit, nous allons recevoir aujourd'hui M. Jean-Claude Nelson. Jean-Claude Nelson, il est, je le dis entre guillemets, le ministre de la Culture de la région. C'est comme ça, c'est qu'on a entre Boudan. Et en fait, il est responsable de la commission culture du Conseil régional de la Guadeloupe. Tout ce qui a trait à la culture, eh bien, ça passe désormais par M. Nelson, puisque M. Boudan est désormais président du MAC. Avec notre consoeur et amie Marie-France Goujo-Etna. Bonjour. Bonjour. On va interroger M. Nelson pendant 3 quarts d'heure, à peu près, 45 minutes. On va essayer de savoir ce qu'il est réellement, ce qu'il veut pour la culture, d'autant plus que nous venons d'une période de confinement qui a été assez compliquée et qui l'est encore pour les amateurs de culture, mais pas seulement, pour les gens qui en vivent, puisque c'est une véritable industrie aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Jean-Claude Nelson est notre invité avec Marie-France. Tout de suite, on va savoir qui c'est. Qui est Jean-Claude Nelson, bien sûr. Alors, Jean-Claude Nelson, vous êtes né en 1957 à Moule, dans une fratrie de 6 enfants. Vous avez 3 sœurs et 2 frères. Alors, votre maman était couturière, votre papa entrepreneur. Donc, vous avez fait toute votre scolarité à Moule jusqu'en 3e. À cette époque-là, vous avez rejoint donc, le lycée de Bainbridge pour décrocher votre baccalauréat. Alors, votre enfance, eh bien, vous parlez d'une enfance avec de merveilleux souvenirs et vous aimez à dire, nous n'étions pas riches, mais nous étions très heureux. Alors, vous habitiez juste à la périphérie du bourg et à cette époque, le Moule était ce qu'on appelait une ville de changement d'air, ce qui signifie que notamment les Bastériens venaient y passer quelques jours pour se ressourcer. Et vous aimiez particulièrement cette ambiance, cette dynamique, et vous êtes fait d'ailleurs de très bons copains à cette époque, qui sont toujours de très bons amis, et ça vous permet de reparler de vos souvenirs d'enfance quand vous les rencontrez. Donc, mais en fait, à vous écouter, votre enfance était merveilleuse, et non, elle n'était pas que merveilleuse, mais en fait, vous alliez, par exemple, à titre d'anecdote, vous me racontiez qu'après l'école, il fallait aller chercher à manger pour les cabris et les cochons. C'était à ce prix-là que vous aviez le droit d'aller faire une partie de foot. Pendant les grandes vacances, eh bien, vous alliez traditionnellement chez votre grand-père paternel, qui était alors agriculteur à Morne-à-l'Eau. Alors on aurait pu penser que cette période imposée en pleine campagne soit pour vous plutôt barbante. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Vous aimiez d'abord beaucoup la complicité avec votre grand-père. Et puis, il a été, pour vous, c'était un guide sur son exploitation et il vous a transmis, en fait, son expérience. Et d'une manière générale, Jean-Claude Nelson, eh bien, vous aimez, en fait, vous avez ce que l'on appelle l'esprit de famille. Vous aimez être entouré de ceux que vous aimez. Alors après le bac, vous décidez de partir à Sceaux, en fait, de faire un IUT, alors un institut univers de technologie, et vous décrochez là-bas effectivement un diplôme de technologie de commercialisation. Sauf que vous êtes aperçu pendant ces 2 années que le commerce, c'était peut-être pas ce que vous préfériez. Et vous êtes par contre rendu compte que votre voie, eh bien c'était quoi? C'était l'animation, la communication. Voilà pourquoi dès votre retour en Guadeloupe, parce qu'il n'était pas question pour vous de travailler dans l'Hexagone, eh bien dès votre retour en Guadeloupe, vous rentrez donc à la mairie du Moule. Vous êtes donc vous retournez dans votre commune natale. Là, évidemment, vous parlez de communication et surtout d'animation. Et puis, vous serez également pendant de nombreuses années directeur, je crois, de l'OMCS. Aujourd'hui, Jean-Claude Nelson, eh bien, vous êtes toujours donc à la mairie du Moule, mais vous êtes également président de la commission culture au sein du conseil régional, et également membre de la commission développement économique, octroi de mer et recherche, toujours au sein de la région. Votre passe-temps favori, eh bien, c'est jouer du ka et chanter, ce que vous faites d'ailleurs régulièrement dans votre groupe Soleil Noué. Votre plus beau souvenir de vie, eh bien, c'est la naissance de vos 2 enfants. Votre plus mauvais souvenir, le décès de vos parents. La plus grande qualité pour vous chez un être humain, c'est la fidélité. Le plus grand des défauts, l'infidélité. Quel est votre endroit préféré sur cette planète? Vous répondez spontanément le Moule. À la question est-ce qu'il y a un homme ou une femme dans votre vie qui a un peu modifié votre parcours ou vos choix? Eh bien vous répondez oui. Il s'agit de Nicolas Loudjé. Alors il fut, je le rappelle, secrétaire général de l'Union des syndicats CGT en Guadeloupe. Et en fait vous étiez encore jeune garçon lorsque vous l'avez entendu discourir à maintes reprises. Et c'est ce qui vous a donné l'envie à votre tour de vous exprimer en public, ce que vous avez fait tout au long de votre vie. Et enfin, à la question, si vous deviez traverser la planète et n'emmener qu'un seul objet personnel dans vos bagages, quel serait-il? Vous m'avez répondu un K. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui.
Merci Marie-France et donc merci aussi Jean-Claude Nelson d'être avec nous. Alors je le disais tout à l'heure, l'année qui s'écoule là, c'est pratiquement une année blanche, on peut le dire comme ça, pour les artistes et les techniciens de la culture. Et donc vous êtes président du conseil régional. J'imagine qu'il n'y a pas encore eu de cité appelée sur la culture. J'imagine qu'il y en aura un de ces jours. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire aux culturels qui nous regardent aujourd'hui et qui attendent beaucoup de la région? Alors, deux choses. Permettez-moi juste de faire deux petites corrections. J'allais souvent chez mon grand-père, mais mes vacances, je les passais avec mon oncle, M. Edouard Nelson, avec mes cousins, assez souvent. Et c'est vraiment, ça a été pour moi un plaisir. Et d'ailleurs, quand je suis allé à l'école à Pointe-à-Pitre, j'ai vécu chez mon oncle à Pointe-à-Pitre pendant 3 ans, la période où je devais passer mon bac, puisque je n'étais pas à l'internat, j'étais effectivement à Pointe-à-Pitre. Donc, ceci dit, je voulais tout d'abord commencer par deux choses. Avant de penser ému pour un ami qu'on a porté en terrière, qui était un homme de culture, qui était aussi un politicien, mais c'était quelqu'un qui avait cet esprit ouvert sur le monde, un humaniste, et qui avait des convictions. C'est M. Fred Zita, donc je voulais encore représenter mes condoléances à ses deux enfants, son fils, sa fille, mais à tous ses amis, à tous ses parents, et je pense que nous le portons au fond de notre cœur. Et voilà. Et puis, vous l'avez bien dit dans votre intervention, je suis, avant d'être le président du conseil régional, le président de la commission du conseil régional, je suis avant tout un conseiller régional. Et vous l'avez dit, je fais partie de la commission Toit de Mer, donc développement économique, de la commission sport et ainsi que de la commission coopération. Je voudrais saluer l'action des employés de la région qui, pendant ce confinement, se sont donnés corps et âme pour faire en sorte que les dossiers avancent avec, bien sûr, la technostructure. Et ceci, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons pu injecter pas moins de 136 millions d'euros dans l'économie de la Guadeloupe pour éviter que cette économie s'effondre. Et c'est aussi dû grâce à l'action du président Richard Luce qui a tenu tout de suite à ce que nous soyons opérationnel sur le terrain. Il a tenu à ce que les services fonctionnent malgré le confinement. Donc il y a eu du télétravail qui s'est mis en route. Donc signale cela parce que les gens n'étaient pas seulement en confinement, ils étaient au boulot, prêts à pouvoir défendre l'économie. Et puis il y a aussi l'action du président Charles. Moi je me demandais comment il faisait parce qu'il était un peu partout à la disposition des gens. Et on doit dire que ce n'est pas quelqu'un qui le fait avec calcul parce qu'il est toujours comme ça. Même avant, on le reproche d'être un peu trop proche de la population, alors qu'on n'est jamais assez proche d'une population. Et donc je veux saluer l'action de ces hommes et ces femmes, mais aussi de mon président qui a montré son dévouement, qui a soutenu l'action économique à travers, bien sûr, les paniers de fruits que nous avons offerts aux gens, les aides que nous avons portées aux entreprises, et aussi l'action qu'il mène depuis tantôt sur l'eau. Vous venez de parler de l'eau. Ce n'est pas notre compétence, l'eau. Et il a tenu à ce que nous puissions à moyen, voire à court terme, régler le problème de l'eau en Guadeloupe. Ce n'est pas notre compétence. Et moi-même, en tant que conseiller régional, je l'avais écrit pour lui demander de pouvoir faire une loi d'habilitation pour que nous puissions prendre la compétence de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, les EPCI n'ont pas forcément les moyens, compte tenu de l'ampleur de l'action que nous devons mener. Et il m'a dit qu'il y pense. D'ailleurs, lors de la CATAP, il leur a demandé de réagir, sinon il allait le prendre. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on le prenne tout de suite. Mais je lui fais confiance parce que c'est un homme d'engagement qui il sait où il va, comment il va. Et j'espère que très bientôt, nous aurons l'occasion de pouvoir prendre l'habilitation. Alors, en ce qui concerne le monde culturel, je l'ai dit souvent, et vous l'avez précisé, M. Andronis, la culture est aujourd'hui une véritable industrie. On parle d'industrie culturelle. Et le professeur Morin, lors d'un congrès, disait que ce sera sûrement l'une des plus grosses pourvoyeuses d'emplois ces années qui vont venir. Et on le voit avec, par exemple, le Covid. La première filière qui a été touchée, c'est la filière culturelle. On a fermé les lieux, on a annulé les spectacles, et puis finalement, tout ce qui pouvait être attrait à la culture est fermé. Et après le déconfinement, on reste encore confiné au niveau de la culture. C'est-à-dire que
il se pourrait que ça soit en fin juin, ça soit au mois de juillet. Rien n'a été décidé jusqu'à maintenant. Rien n'a été décidé. Oui. Et donc ça veut dire que nous sommes encore doublement touchés. Par contre, s'il y a une seule activité qui a permis aux gens, durant ce confinement, de tenir bon, ça a été la culture. Parce que c'est la musique. Oui. C'est les gens qui vont regarder des films, qui allaient voir des spectacles par Internet, qui allaient sous les livres, la lecture, etc., qui allaient visiter des musées avec Internet et tout ça. Donc on voit bien le rôle que va jouer la culture dans, je dirais, cette forme de résilience du Guadeloupéen par rapport au Covid. Et nous disons plus que jamais que la culture reste un élément fondamental d'un pays, mais particulièrement de la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe est un pays qui a cette vocation d'être un pays identitaire. Et je me rappelle d'une discussion que j'avais eue à l'époque avec M. Thibaut Fouet, qui était le directeur de la SACEM. Il me disait, il était étonné, lui, métropolitain, de voir le nombre d'auteurs-compositeurs inscrits à la SACEM au kilomètre carré par rapport à la densité de la population. Et il me disait que c'est sûrement la Guadeloupe qui avait le plus grand nombre d'auteurs-compositeurs, sans compter bien sûr les auteurs avec la DAMI pour ceux qui font le... Donc vous voyez bien que nous sommes au cœur d'une industrie qui ramène énormément d'argent. Et je voudrais le dire et insister dessus pour que nos amis guadeloupéens puissent comprendre que quand il y a un spectacle, ce n'est pas de l'amusement. La culture ne doit plus être la cinquième roue de la carrosse. Il faudrait que cette culture-là ait sa place dans l'économie du pays, parce que ça fait vivre des auteurs, des artistes, des danseurs, des musiciens, des comédiens, mais aussi des petites mains, des techniciens, oui. Mais aussi des metteurs en scène, ceux qui ne sont pas là, ceux qui font le décor, et ceux aussi qui travaillent. Et puis, qu'est-ce qui aurait été une télévision ou une radio sans culture? Oui. Eh bien, voyez l'importance de la culture dans notre pays et dans le monde. Alors justement, donc tous ces métiers en fait qui se rassemblent autour de la culture, c'est des gens qui pendant 2 mois, mais pas seulement, puisque énormément de spectacles ont été reportés, donc c'est des gens qui se retrouvent aujourd'hui, certains en tout cas, sont presque entre guillemets dans le besoin. Alors est-ce que le conseil régional a là l'intention d'avoir une politique de soutien financier, d'aide auprès de je sais pas, d'associations théâtrales ou d'artistes en particulier? Alors, je rappelle que nous avons mis en place des fonds des fonds d'urgence, notamment pour les très petites entreprises. Okay? Et nous avons mis aussi en place, je dirais, des dispositifs spécifiques pour la Guadeloupe pour pouvoir aider ces structures. Alors, une entreprise culturelle reste une entreprise. Et donc cette entreprise peut faire appel au fonds au niveau du service développement économique de la Guadeloupe pour pouvoir avoir les fonds d'indemnisation, fonds national d'indemnisation pour éviter les faillites des entreprises, et aussi le fonds national un fonds régional de soutien aux entreprises. Ils vont sur le site internet de la région. Nous avons tout un dispositif. Ils vont pouvoir avoir les papiers à fournir, bien sûr. Comme toute entreprise qui se respecte, parce que nous sommes une collectivité, nous sommes obligés de respecter les règles de la comptabilité publique et de la justification des dépenses que nous faisons. Et puis, il y a aussi, bien sûr, toutes ces aides que l'État a apportées et que nous venons accompagner. L'État a mis en place un certain nombre de dispositifs. Alors, premièrement, pour les entreprises, nous avons ces aides-là. Toutes les entreprises culturelles peuvent faire appel à ces aides-là. Nous avons aussi des associations qui soutiennent l'action culturelle, puisqu'il y a un réseau associatif. L'économie sociale et solidaire est une économie forte en Guadeloupe et qui est pourvoyeuse d'emplois. Alors parfois, ces associations emploient des permanents, mais aussi des intermittents du spectacle ou des prestataires qui vont fournir une facture. Bien. Alors, déjà, vous savez que l'État a décidé pour les intermittents que la période d'indemnisation pour le chômage sera reportée au moins d'1 année, et nous nous félicitons de ces aides. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir comment nous pourrions, par exemple pour les spectacles qui ont été annulés, de pouvoir payer au moins déjà les droits d'auteur au niveau de la SACEM pour permettre que ces droits d'auteur alimentent le revenu des artistes, des auteurs-compositeurs. Donc ça, c'est un soutien fort. Alors nous sommes en train aussi de réfléchir à savoir comment nous pourrions indemniser certains intermittents par rapport, bien sûr, au contrat
qui aurait été annulée. Ouais. Bien. Donc une aide particulière. Et nous savons bien sûr que il y a des gens qui ne peuvent pas justifier de leur bilan, puisqu'il faudrait pour les structures s'appuyer sur un bilan, notamment sur l'année 2018, puisqu'on doit voir un petit peu l'activité de la structure, comment on pourrait intervenir, puisque nous sommes quand même des personnes sérieuses. Et donc, il sera important pour nous d'examiner au cas par cas la situation de chaque entreprise. En plus, nous sommes en train aussi de réfléchir pour pouvoir porter des subventions afin de permettre à ces structures que nous subventionnons par ailleurs de pouvoir, malgré cette période de non-activité, à pouvoir continuer l'activité, à pérenniser leur activité, parce que nous savons que ça va porter un coût. Et en subventionnant ces structures, ce que nous cherchons à faire, notamment pour ceux qui organisent des grandes manifestations, des spectacles, des festivals, c'est de permettre d'ores et déjà de pouvoir avoir les fonds nécessaires pour faire la programmation à venir, afin de pouvoir inciter les gens à répondre à leurs appels d'offres et faire en sorte que ces structures-là vont repartir. Mais vous comprenez très bien qu'il est très difficile pour nous aujourd'hui de dire voilà, ça sera un montant de temps et de temps, puisque un certain nombre d'entreprises sont régulièrement à jour de leur charte sociale, de leur déclaration, etc. D'autres en sont moins, et on connaît la fragilité de structure d'un certain nombre d'entreprises ici, et encore plus au niveau du culturel. Mais nous avons bon espoir. Il y a par exemple des associations qui donnent des cours de musique, puisqu'il n'y a pas que, je dirais, les prestations sur de la diffusion, mais il y a aussi tout le domaine de l'apprentissage, tout le domaine de l'enseignement artistique et culturel qui nous tient à cœur, et nous sommes en train de travailler dessus. Alors, il y a un vrai problème quand même, Jean-Claude Nelson, en Guadeloupe, c'est que, premièrement, les intermittents de spectacle ne sont pas très nombreux en Guadeloupe, et deuxièmement, même dans la musique, on a dit qu'il y a beaucoup de musiciens qui adhèrent à la SACEM, mais malheureusement, ils ne sont pas organisés. On a des musiciens qui jouent le samedi, mais qui font autre chose. Pour ces gens-là, est-ce que la situation n'est pas beaucoup plus difficile, surtout pour ceux qui ne sont pas intermittents, qui ne sont pas référencés en tant que tels? Alors, vous voyez bien que nous sommes une collectivité. Oui. Nous devons prendre en compte les personnes qui sont référencées. Oui. Quelqu'un qui fait une pratique, comme vous l'expliquiez là, c'est une pratique amateur. Ouais. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, à la limite, fait un petit peu de blague. Oui. Parce qu'il est enseignant, il est peut-être fonctionnaire, il est peut-être agriculteur, il est peut-être maçon, mais il a un don artistique qu'il exerce de temps en temps. Et peut-être même qu'il demande à être payé avec une facture, mais qu'il ne fait pas ses déclarations. Vous comprenez très bien qu'il est difficile pour nous de pouvoir entrer dans ces considérations. On ne pourra intervenir qu'auprès des personnes qui peuvent justifier d'une activité réelle. Sinon, ceux qui sont vraiment intermittents se sentiraient lésés. D'ailleurs, vous savez que les intermittents se battent pour que soit reconnu leur statut et qu'ils soient de plus en plus, qu'on fasse appel à eux. Contrairement à ceux qui le font, que je dirais, épisodiquement, de façon à ce que eux, ils aient, parce que, et vous l'avez bien souligné, qu'ils aient le nombre d'heures pour pouvoir espérer toucher leurs indemnités de chômage, qu'elles ne travaillent pas. Il faut 507 heures de travail, et on sait que ces 507 heures sont très difficilement atteignables en Guadeloupe. Même cumulables, d'ailleurs. Et cumulables. Donc on voit bien qu'il y a une véritable problématique. Par contre, ce que je réponds toujours, là, c'est un problème de choix. Vous pouvez être un intermittent du spectacle, être un très bon intermittent, mais il se peut que quelqu'un qui soit fonctionnaire, enseignant, fasse de la musique et que sa musique plaît plus qu'à un autre. Et on ne peut pas empêcher au public de pouvoir vouloir aller assister à un concert de quelqu'un qui par ailleurs travaille. Mais si ces personnes-là sont déclarées en tant que partiellement intermittents, ils pourront bénéficier des aides de l'intermittence. Donc ce que je vais vous dire, c'est que si on parle de filière culturelle, si on parle d'industrie culturelle, ça sous-entend qu'on doit aller vers une professionnalisation
de l'action culturelle et que les acteurs culturels doivent se déclarer et faire en sorte qu'ils soient reconnus en tant que professionnels de la culture. Marie-France. Alors j'entends bien ce que vous dites, donc ça veut dire aussi que la région va mettre la main à la poche, en tout cas va piocher dans son budget, notamment pour la culture et pour beaucoup d'autres secteurs économiques. Alors ça veut dire, est-ce que ça veut dire aussi que ce ne sera pas au détriment d'autres grandes manifestations que la région avait l'habitude d'organiser évidemment, je pense à la route du Rhum ou le congrès des écrivains, d'ailleurs on va y revenir, mais est-ce que c'est pas ça le danger? Parce que bon, c'est... Mais je vais vous dire quelque chose. Limite. Nous sommes dans une période de crise et à situation exceptionnelle, une intervention exceptionnelle. Le président Chalus tient à ce que l'économie de la Guadeloupe ne puisse pas s'effondrer. Et donc, il va mener des actions sur tous les fronts, on va le voir un peu sur tous les fronts, bien à lui, et il va considérer qu'on doit aider autant l'agriculture, on doit aider les entreprises, mais on doit aussi aider la culture. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si nous ne soutenions pas les entreprises, qu'est-ce qui se passerait? Parce que le secteur culturel ne vit pas seulement de subventions des collectivités, et notamment des collectivités majeures, mais lorsqu'on des grands événements se mettent en place, nous avons un bordereau de production, nous avons bien sûr la participation des collectivités quand ces collectivités le peuvent. Nous avons aussi la participation du sponsoring des entreprises. Mais si ces entreprises s'effondrent, ils ne pourront pas venir sur les grands événements. Et donc, ces grands événements risquent de disparaître. Moi, je ne pensais ému pour le festival Terre de Blues de Maïgalante, qui est un festival de territoire, qui est un festival qui soutient économiquement le territoire. Quand vous avez Terre de Blues à Maïgalante, c'est toute l'économie de Maïgalante qui fonctionne. Donc, voyez bien que nous faisons obligatoirement intervenir les fonds ici et maintenant. Mais lorsqu'il s'agira après de pouvoir aller dans d'autres champs, nous irons sur d'autres champs. Mais la culture ne doit pas être le parent pauvre, le parent délaissé de l'activité d'une région. Nous, la région Guadeloupe, on croit fort en la culture, on croit fort aux acteurs culturels et nous croyons fort aussi au génie des acteurs culturels, à leur créativité. Et c'est pour ça qu'on doit être à leur côté, puisque s'ils n'ont pas les moyens, même si parfois on dit que les moyens tuent la créativité, mais s'ils n'ont pas les moyens, comment ils feront? Mais ce sont des hommes et des femmes qui doivent subvenir à des besoins, ce sont des parents, ce sont des pères et mères de famille qui vivent de ça. Et donc, nous, régions, on a bien compris l'intérêt pour nous de soutenir une économie qui est une économie, une industrie culturelle et créative. Et à cela, on nous trouvera toujours aux côtés des acteurs, qu'ils soient des acteurs économiques lambda, sur l'agriculture, sur l'eau, sur l'économie bleue, l'économie verte, etc. Peu importe. Ce que nous voulons aussi dire, c'est que dans notre démarche, s'il y a une structure qui doit être en premier aux côtés des acteurs économiques guadeloupéens, c'est bien la région. Et le président Chalus nous dit toujours qu'il voudrait que rien ne manque aux Guadeloupéens pour qu'on puisse réussir le redécollage après le confinement. Merci pour l'instant pour une première pause, Marie-France et Jean-Claude. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin de ce ZCL News. D'accord. À tout à l'heure. Le ZCL News revient avec CCN, cariprionews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires. On retrouve donc sur le plateau du ZCL VIP. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Claude Nelson, qui est le responsable de la culture au conseil régional. Monsieur Nelson, on a déjà parlé, je le dis tout de suite, on ne va pas tout aborder aujourd'hui, notamment votre carrière de musicien de Gouka, parce que souvenez nous, c'est vous, et nous on l'a dit. Une question justement par rapport au Gouka, le festival de Gouka qui devrait se tenir au mois de juillet, début juillet, finalement, quelle nouvelle? Mais il me semble que pour l'instant, que tous les festivals sont annulés, puisque le président de la République a dit que c'est qu'à partir du 14 juillet, non, le festival de Gouka il se terminait le 14 juillet. Oui. Et en plus de ça, il disait qu'il pense envisager l'ouverture des festivals, mais que ce ne soit pas de gros festivals. Oui. On sait quand même que le festival de Gouka amène beaucoup de monde et que, je dirais, respecter
distance, ça risquait de poser un problème. Donc il n'y aura pas de festival de Gouka? Alors je ne sais pas, moi je suis mal placé pour le dire. Moi, à mon âme et conscience, les organisateurs m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils vont essayer de faire quelque chose avec nous. J'aurais bien aimé qu'ils fassent le festival, par exemple, quitte à le déplacer au mois de fin juillet, début août, parce que bon, c'est quand même une vie culturelle intense. Oui. Ce n'est pas forcément beaucoup de professionnels qui jouent sur le festival. Ce sont beaucoup de gens qui font de la pratique amateur parfois, mais c'est aussi un soutien à la pratique amateur, parce que ce n'est pas parce que les gens ne sont pas des professionnels qu'on ne peut pas soutenir aussi le tissu associatif et la pratique amateur, et notamment autour du Gouka. Marie-France, petite question, petite réponse. Alors moi, on me réserve les petites questions. Oui, non, mais je pose des petites questions aussi. Il a répondu de façon très courte. Donc non, je vais revenir sur un événement qui n'a pas eu lieu, et pas à cause de la pandémie, mais en fait, parce qu'on est en 2019. En 2019, il y avait normalement le congrès des écrivains que la région soutient à 100% depuis de nombreuses années, et en 2009, il n'a pas eu lieu. Il devait avoir lieu, et au dernier moment, il n'a pas eu lieu. Expliquez-nous pourquoi, et est-ce que, je veux dire, c'est un projet qui peut être revu, réadapté? Alors c'est un projet qui sera revu. Il faut savoir que le congrès des écrivains est un projet qui est très lourd financièrement pour la région. Oui. Très lourd pour la région. Par ailleurs, M. Trouillot, qui est le président des écrivains de la Caraïbe, à ce moment-là n'était pas trop disponible. Et puis ça a été un choix, parce qu'à un moment, nous avions beaucoup de demandes de financement. Nous avons préféré différer ce congrès des écrivains, mais nous avons bon espoir que nous allons pouvoir revenir et remettre en place ce congrès. Voilà, peut-être sous une autre forme, mais je sais que budgétairement c'est très lourd. Alors de toutes les façons, il faudrait aujourd'hui que les gens comprennent que nous avons de moins en moins de moyens. Alors je prends un exemple qui est simple. Le fait que pendant 2 mois nous étions confinés, les revenus sur la taxe de carburant sera moindre. Donc forcément les revenus... l'importation aussi. Sur l'importation, sur la TVA, sur l'autonomie, etc. Donc ça sous-entend que nous aurons moins de rentrées d'argent pour les collectivités, donc moins de moyens de pouvoir faire des choses. Et à ce moment-là, choisir, c'est parfois renoncer. Bien sûr. Voilà. Alors, autre question, alors, c'est parmi les questions qui ont été posées. Alors, le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire vous a envoyé un courrier. Est-ce que vous l'avez reçu? Moi, je ne l'ai pas reçu personnellement. Mais je pense ça s'appelle le CRAGEP. Il demande est-ce que le soutien à la vie associative, vous avez plus ou moins répondu, sera fait? Est-ce qu'il y aura un fonds de soutien au secteur associatif pour l'éducation populaire et aussi pour mettre en place un expert comptable? Alors, la première chose, c'est que moi, je suis un enfant de l'éducation populaire, dans le sens où j'ai appris la culture, j'ai appris l'activité, l'animation avec des spécialistes de l'éducation populaire. Et là, je pense à M. Jean Gallouan, je pense à M. Jean Ardisson, à Lydia Gallouan, qui à l'époque était feu Lydia Gallouan, qui était responsable du Cercle culturel moulien. J'ai fait mes armes au Cercle culturel moulien, et puis j'ai côtoyé les MJC, j'ai côtoyé toutes ces activités de l'éducation populaire, et le moule a le père Durand, qui était, je dirais, le père de l'éducation populaire en Guadeloupe, qui est enterré au moule. Donc vous voyez bien que j'ai cela chevillé au corps. Maintenant, il faudrait mettre en place des structures. C'est aux structures de mettre en place. Nous n'allons pas faire à leur place. Il faudrait que les gens mettent en place leurs structures, nous présentent leur budget, nous présentent les objectifs qu'ils veulent atteindre, et en fonction de cela, nous allons répondre à leurs demandes en fonction de ce que nous pouvons et de ce qu'ils veulent faire. Absolument. Donc, vous parliez du moule, donc je voudrais faire une petite un flashback et vous demander, vous avez été donc pendant des années directeur de l'OMCS, on disait de vous à l'époque que vous étiez l'homme incontournable, on vous trouvait partout, sur tous les centres d'animation, sur toutes les manifestations. Certains disaient même que vous étiez le 2e maire de la commune, et puis ensuite donc la mairie, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de communes à l'époque, donc l'OMCS a disparu, et donc on a réintégré le service culture au sein de... On a remunicipalisé. On a remunicipalisé, c'est le terme qui convient absolument. À ce moment-là, que vous est-il arrivé, puisqu'on ne vous retrouvait plus au service culture? Mais écoutez, vous l'avez dit dans votre question, il y a la réponse. Vous avez dit, on me considère comme le 2e maire. Donc on m'a coupé la tête. Je gênais. Et la culture a cette particularité de ne pas caresser le politique dans le sens du poil.
C'est le principe même de la culture. Donc voilà, alors les gens trouvaient que j'avais trop de pouvoir parce que à l'époque le DGS disait que c'était l'État dans l'État. Nous avions un seul souci, c'est de porter la culture tout le temps au moule et d'être les meilleurs parce que moi je prône sur le fait que quand vous faites quelque chose, vous devez être excellent. Je veux que le Guadeloupéen aille sur l'excellence. Et nous avons fait des choses extraordinaires. Et je remercie M. Rémi Fougas que j'ai rencontré hier, qui était dans mon conseil d'administration, qui me disait, Jean-Claude, nous avions fait des choses, nous étions précurseurs, nous avons été peut-être trop loin. Et c'était bien fait. Et il regrettait cette période-là. Moi aussi, je le regrette. Maintenant, est-ce que les gens, je vous pose une question, est-ce que les gens peuvent travailler avec des gens sans forcément partir en vacances avec les gens? Le jour où on comprendra en Guadeloupe qu'il faut les bonnes personnes aux bons endroits sans forcément qu'on soit machin, la Guadeloupe va avancer. Sans aucun doute. Et donc, ce sera peut-être la dernière question. Il y a, la Route du Rhum, on en a parlé, vous avez été un acteur important de cette dernière Route du Rhum. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à l'horizon 2022, c'est ça? C'est bientôt 2022, oui. 2022, il n'y a pas de changement? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de changement. Je pose la question. Pourquoi? Parce que beaucoup de Martiniquais pensaient que la Route du Rhum pourrait partir vers la Martinique. On est regardé en Martinique, alors c'est pourquoi je pose la question. Mais je veux décevoir les Martiniquais. Premièrement, disons que la Route du Rhum va rester en Guadeloupe. Pourquoi? Le président Charus a eu le nez fin. Quand il est arrivé en Guadeloupe, il s'est rendu compte que chaque fois, 6 mois avant la Route du Rhum, on ne savait pas si on allait faire la route ou pas faire la Route du Rhum. Il a signé 3 éditions. Donc ça veut dire que nous avons signé pour 2022 et 2026. D'accord. Dans des places de Martiniquais. Oui. Bien. Et après, nous avons fait une chose. Nous, de la majorité d'Arichalus, nous avons imposé à Saint-Malo que ce soit les Roms de Guadeloupe qui soient là et présents. Parce qu'avant, le Rhum martiniquais est un peu partout. On n'a rien contre les Martiniquais, mais c'est nous qui payons. Et il faudrait qu'il y ait un retour sur investissement pour nous. Donc moi, en tant que responsable, parce que j'étais chef de projet avec M. Pelage Camille, qui a une longue expérience dans le domaine de l'organisation, nous avons tenu à ce que les choses se fassent. Il y avait du Rhum martiniquais à certains endroits, mais sur l'événement, c'était des Rhum guadeloupéens. Et je pense que c'était aussi pour nous un soutien à l'activité agricole de la Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, eh bien, à moins que le Covid continue à nous causer des dégâts, il n'y a aucune raison pour qu'en 2022 et en 2026, la Route du Rhum n'arrive au MAC. Et je rappelle que le MAC, c'est un espace culturel d'importance en Guadeloupe, mais dans les Antilles et même pour la France, parce que c'est l'un des plus gros centres mémoriels autour de l'esclavage qui se trouve dans le monde et en France. Fin de cette première émission avec Jean-Claude Nelson. Marie-France, je suis désolé pour les questions qui n'ont pas été posées. J'en ai un paquet aussi, mais on fera une deuxième émission avec lui, c'est promis. On est d'accord là-dessus? Je suis tout à fait d'accord, je suis prédisposé. Je vous remercie de m'avoir invité et je pense que les Guadeloupéens... Première invitation. Donc il y aura une deuxième. Bon. Merci beaucoup.